sommes dans un monde qui se dérègle, les instances du multilatéralisme fonctionnent de moins en moins bien, nous évoluons dans un monde de grande puissance avec une vraie tentation de se partager le monde. Et je crois que ce qui s'est passé durant les derniers mois ou parfois les derniers jours n'a rien enlevé à ce constat. Et donc c'est le grand risque de l'ordre international dans lequel nous vivons. Les États-Unis sont une puissance établie mais qui se détourne progressivement de certains de ses alliés. Quatrième grand partenariat qui est le nôtre et qu'il faut consolider, c'est celui avec l'Afrique. Je viens d'avoir une réunion de travail et donc je ne serai pas long. On a complètement changé le logiciel depuis le discours de Ouagadougou. C'est un partenariat d'égal à égal. On a revu, et on a eu raison de le faire, nos bases militaires. Ça a été vu comme un abandon. Détrompez-vous. On a fait avec constance les choses. On a rééquilibré le partenariat. On a enlevé la composante militaire qui n'était plus comprise par les pays et les jeunesses. On a rebâti un partenariat militaire qui est pertinent et qui a montré sa force et sa pertinence au Bénin et qu'on est en train de construire avec plusieurs autres pays. Nous l'avons fait sur des nouvelles thématiques, l'entrepreneuriat, la jeunesse, les industries culturelles et créatives, le sport. On a un agenda mémoriel et culturel totalement inédit qui a permis de rééquilibrer totalement les choses. Et on veut mobiliser nos diasporas encore davantage. Le partenariat africain est clé. Il faut, en 2026, qu'on aille au bout de ce travail, avec une politique beaucoup plus ambitieuse sur nos diasporas, ça fait partie des objectifs que j'ai donnés, avec le sommet de Nairobi, qui se tiendra au mois de mai prochain, et qui est un rendez-vous très important, qui permettra d'incarner cette véritable révolution de l'approche, de mettre au cœur nos partenariats justement dans l'économie, l'entrepreneuriat, les ICC, de mettre au cœur les acteurs africains, et qui se tiendra pour la première fois. Non seulement à Nairobi, mais j'y ai invité le Premier ministre Modi à mes côtés et le chancelier Merz. Ce qui montre aussi le changement de l'approche et de logiciel. Et donc sur l'Afrique, allons au bout de la logique, montrons l'efficacité, consolidons nos partenariats. Et je ne suis pas évidemment exhaustif, j'ai cité le Maroc, j'aurais pu évoquer la force de la relation aujourd'hui avec le Nigeria ou l'Afrique du Sud, et celle avec le Kenya telle qu'elle est incarnée. Et nous continuerons de suivre évidemment les grandes crises du Soudan et de la Corne de l'Afrique au Grand Lac. Mais cette stratégie et ce partenariat africain, c'est une des priorités de 2026 parce que nous avons à y tirer nos intérêts, notre influence, notre crédibilité, grâce là aussi aux choix diplomatiques que nous avons faits et à cet investissement des dernières années. Je vous demande de le relayer dans toutes les ambassades en Afrique et ailleurs. Et là où nous avons besoin d'améliorer les choses, c'est dans l'implication du monde économique en Afrique. Nous faisons méthodiquement, pour ce qui est de l'économie, l'exact contraire de ce que je viens de dire. C'est-à-dire, à mesure que nous avons complètement réinventé la relation diplomatique pour la rendre plus intelligible, trop de nos groupes se sont désinvestis du continent africain. Donc je demande à ce qu'on apporte des réponses sur les sujets financiers. Il y a 15 ans, nous étions une puissance bancaire et financière en Afrique, tout le monde a vendu. La faute à qui, à quoi? Les régulations, nous dit-on, très bien, c'est qu'elles sont idiotes. Parce que la vérité, c'est que c'est repris par d'autres. Et il y a une pusillanimité de beaucoup qui n'est plus compréhensible. Et donc j'ai demandé là-dessus au ministre de vraiment revoir les choses en profondeur. Et au fond, amenons des groupes français de plus en plus nombreux en Afrique, mais amenons ceux qui ont faim. Ceux qui ne se comportent pas bien et ceux qui n'ont pas faim, il ne faut plus les emmener. Par contre, il y en a beaucoup, des PME, des start-up, des ETI, qui ont envie de bien travailler de manière respectueuse dans cet esprit de partenariat. Il faut y aller à fond. En tout cas, c'est un partenariat auquel je crois, dans lequel on a démontré de l'efficacité, sur lequel il y a une bataille des narratifs, il est fondamental. Et donc là, il faut continuer d'avancer. Je ne suis pas exhaustif sur les partenariats, mais c'est ceux sur lesquels je voulais tout particulièrement insister. Le troisième élément, après nos intérêts, nos partenariats, notre influence, c'est évidemment les instruments de cette influence et de nos intérêts. Il y a 2 points que je voulais ici mentionner de manière extrêmement rapide, sur lesquels je demande au ministre d'avancer. C'est d'abord consolider tout ce que nous avons fait sur l'influence, justement, la lutte contre la désinformation. Sous l'autorité du Premier ministre, et je l'en remercie, il y a un très gros travail qui est fait. Il est d'ailleurs diplomatique, il peut être militaire, il est très interministériel. On ne doit pas perdre cette bataille des narratifs. Les intérêts de la France, son influence se défendent aussi dans les récits qui sont faits, dans la lutte contre la désinformation partout et dans la défense de ce que nous faisons. Et au fond, on s'interdit de défendre ce qu'on fait. L'honnêteté m'oblige à constater que beaucoup d'acteurs
Français se sentent interdits, parce qu'ils sont Français, de défendre la France, ses intérêts, la bonne action des Français. Ça me surprend toujours, mais enfin, voilà, je constate que c'est comme ça. Et de l'autre côté, on est massivement attaqué par des gens qui nous reprochent d'être des anticoloniaux, au moment où on fait tout ce que je suis en train de raconter. Enfin, Bonjour, bonsoir, selon que vous trouvez dans le monde. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter, liker, de partager pour que nous puissions agrandir notre communauté et qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des vendeurs d'illusions, des impérialistes. Bien. Vous avez écouté en début de cette vidéo Emmanuel Macron. L'un de ses derniers discours pour dire conférence de presse avec les ambassadeurs et certains ministres des Affaires étrangères de certains pays. Dans ce discours de presse-conférence, Emmanuel Macron a martelé plusieurs points et auquel, si vous avez été attentif, vous avez déjà une idée. Je vais un peu déchiffrer. Je vais déconstruire ce que Emmanuel Macron vient de dire. Emmanuel Macron a parlé du côté militaire. Rapidement, le côté militaire, Emmanuel Macron dit carrément que la France a décidé de retirer les bases militaires françaises parce que ça n'allait plus à l'encontre du peuple africain. Déjà d'abord, Emmanuel Macron a menti. Il a dit faux. Emmanuel Macron, ton armée a été chassée du Mali, a été chassée du Niger, a été chassée du Burkina, a été chassée du Tchad. Ton armée existe encore au Bénin, clandestinement, la base militaire au nord du Bénin, et ton armée existe encore au Gabon, chez ton sous-préfet, Olingi Nguema. Donc Emmanuel Macron, pour ça d'abord, j'étais déconstruit d'abord sur ce point, que tu as menti. Et tu es un roublard, et c'est ça ton travail. Donc c'est même toi qui fais dans la désinformation. Tu n'es pas capable de dire la vérité au peuple français que tu as été chassé dans les pays en Afrique. Tu as été chassé au Sénégal, pour ne pas oublier le Sénégal. Maintenant, tu viens dire ici que c'est vous-même qui êtes parti de vos propres gré. Alors que vous n'avez pas voulu libérer. Il fallait que la pression monte. Et les gens comme nous là, parlons chaque jour pour que tu fuis la queue derrière, entre les jambes. Emmanuel Macron a parlé du partenariat avec le Bénin. Maintenant, vous comprenez que le général Abdourahmane Tchani avait raison. Aujourd'hui, Emmanuel Macron vient parler du partenariat militaire. Il a brossé, vous n'avez pas bien compris là. Il a paraphrasé que comme on a fait au Bénin sur le partenariat militaire, il parlait des frappes qu'ils ont fait pendant le coup d'État que Patrice Talon était déjà talonné par Patrice Tigré. Patrice Tigré avait talonné Patrice Talon. Et c'est la France qui est venue sauver Patrice Talon. Il a brossé ça rapidement, peut-être vous n'avez pas prêté attention. Vous voyez déjà que la France est au Bénin. Emmanuel Macron a parlé de sport. D'un d'abord, Emmanuel Macron, vous êtes le pays qui vole le plus de joueurs africains dans votre équipe nationale. Vous dépendez des joueurs africains. Parce que vous avez vous-même un manque de talent à l'intérieur de la France. Il faut que les jeunes Africains talentueux viennent en France pour avoir cette exposition dans les médias. C'est aussi la faute de nos dirigeants en Afrique. Parce que d'une part, Emmanuel Macron en profite parce que les infrastructures ne suivent pas en Afrique. Dans beaucoup de pays, il ne dit pas dans tous les pays en Afrique. Si je prends par exemple au Cameroun, il n'y a pas d'infrastructure. Les infrastructures sont d'abord abandonnées. Il n'y a pas de suivi.
il y a quelques centres de formation, un peu comme le centre de formation que Fofana est sorti, qui en forme beaucoup d'autres, qui forment beaucoup d'autres joueurs. Mais en général, Emmanuel Macron en profite à travers les talents africains. L'autre point, il a parlé de la stratégie et le partenariat africain. Emmanuel Macron dit que il a constaté que les investisseurs français ont décidé de vendre leurs actifs en Afrique pour le fait de les régulations que des gouvernants ont eu à mettre en place qui amènent ces responsables français de partir. Mais Emmanuel Macron ne dit pas la vérité. C'est encore ici que je dis qu'il est un boni menteur. Emmanuel Macron doit dire que dans les années précédentes, pour dire, si on rentre 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, la France ne payait pas des impôts. C'est maintenant que certains dirigeants en Afrique ont décidé de faire payer les entreprises françaises les impôts, un peu comme dans l'AES, qui ont décidé de faire payer les entreprises françaises pour dire n'importe quelle entreprise étrangère les impôts. Et c'est ça que la France abusait de l'Afrique. Il n'y en a que quelques pays qui sont encore dans cet enclos de laisser les Français à ne pas payer les impôts, comme en Côte d'Ivoire, sur le sacrap reptilien Alassane Ouattara, comme au Cameroun, chez Duncan MacLeod, Paul Biya. Là-bas, la France ne paye pas les impôts. Comme au Gabon, Oligui Nguema, qui est venu mentir au peuple gabonais que la France paye déjà les impôts, alors que la France n'en paye pas. L'aide au développement qui passe le temps à donner. Ils prennent les richesses dans les pays africains, ils prennent leur argent, 50% des argents que certains pays continuent toujours à garder en France, pour venir donner en retour en disant que c'est l'aide au développement, alors que c'est l'argent produit, que les intérêts de les argents qu'ils ont gardés à la banque française produisent pour qu'on vienne leur redonner ça comme l'aide au développement. Compris. Il faut que le peuple africain doit sortir de ce sommeil et de cette parodie que Emmanuel Macron vient faire chaque temps devant les médias pour tromper la vigilance des Africains et nous faire croire qu'ils ont changé. Si les investisseurs français partent, c'est parce qu'ils ne veulent pas payer les impôts. Ils refusent de fabriquer, en produits finis toutes les ressources naturelles puisées de l'Afrique. Ils prennent nos ressources directement, de manière brute, ils partent manufacturer ça en France. Souvent même ils partent en Asie avec, pour revenir nous revendre ça 10 fois plus cher. C'est parce que certains pays en Afrique ont exigé à la France, depuis beaucoup d'années, de commencer à produire et à fabriquer sur le territoire africain. C'est pour ça que les investisseurs ont fui. Emmanuel Macron, tu ne dis pas la vérité, il faut dire la vérité. Et il y a aussi l'influence politique française qui a diminué. Ce n'est plus comme avant. La France n'a plus la même force militaire et politique d'influencer certains dirigeants en Afrique. Je vous ai seulement cité quelques-là qu'ils ont toujours cette influence. Emmanuel Macron a parlé du fait que l'Afrique, ils doivent réinvestir. Que ceux qui ne veulent plus investir, les investisseurs français qui doutent, ils doivent être laissés derrière. Mais Emmanuel Macron, toi-même, tu connais que c'était des fémans que tu partais avec en Afrique. Ces gens venaient seulement porter les richesses, ils ne fabriquaient rien en Afrique. Le taux de chômage au Cameroun est à combien? C'est à plus de 50%. Le taux de chômage en Côte d'Ivoire, c'est combien? Le taux de chômage au Gabon, c'est combien? Le taux de chômage en Guinée équatoriale, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, c'est combien?
tous ces pays que je viens de citer, ça a plus de 50%. Et toi, tu penses que si tes faux investisseurs que tu viens avec pour tromper la vigilance des Africains, ils étaient d'abord sérieux, ils voulaient vraiment investir, tu penses que les Chinois font comment? Tu te plains que les Chinois ont pris la place des Français. Les Indiens ont pris la place des Français. Les Libanais même sont venus prendre la place des Français. Tu penses que quoi? C'est ça, c'est le problème de la politique africaine, de la France, qui est le problème. Et je vais te le démontrer dans une petite vidéo qui va suivre. Des nouvelles puissances coloniales et s'appuie sur un discours très anticolonial et du coup très anti-européen, anti-occidental, anti-français en mélangeant tout. On doit absolument mener cette bataille. On a construit les instruments, il y a un très gros investissement qui a été fait. Je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin. Quoi ? Des États-Unis qui ont des déficits jumeaux, commerciaux et budgétaires. Une Europe qui n'investit pas assez et qui a un problème de niveau d'innovation et de croissance. Et une Chine qui produit beaucoup mais qui sous-consomme localement. La seule manière de répondre à ces déséquilibres, elle est coopérative. Si on y répond par une guerre tarifaire et une guerre de la surproduction, on n'a aucune chance de régler ces sujets. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'abord de bâtir de la convergence intellectuelle et politique entre les partenaires et d'essayer de trouver des réponses coopératives et donc de réengager les Chinois vers plus de consommation intérieure, mais aussi des investissements directs en Europe sur des technologies clés où on peut faire du transfert de manière plus coopérative, de réengager les États-Unis vers un démantèlement de leur politique tarifaire en leur montrant qu'ils ont intérêt aussi à cette logique d'investissement direct étranger et d'engager les Européens vers une politique d'investissement. La deuxième priorité, en même temps qu'on gère les déséquilibres mondiaux de ce G7, c'est de tout faire pour éviter la fragmentation du monde et de ne pas faire du G7 un club anti-Chine ou un club de la fracture du monde ou un club anti-BRICS et de laisser les BRICS devenir un club anti-G7. Ça, c'est le schéma du pire. Lors du discours de Ouagadougou en 2017, une déclaration d'Emmanuel Macron, en présence du président du Burkina Faso, va marquer les esprits. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Est-ce que vous reconnaissez le fait que certaines de vos déclarations aient pu irriter ou contribuer à ce sentiment? La clim. Alors la clim, c'est n'importe quoi. Bah non, mais ça c'était vraiment... Ça c'est un truc qui a été récupéré par certains, mais c'était vraiment... C'est une relation fraternelle que j'avais avec le président Roch Kaboré, et c'est vraiment une plaisanterie qu'on a faite ensemble. Demandez-lui si lui il a été vexé une seule seconde, pas du tout. C'est-à-dire on peut pas faire d'humour, on peut pas être franc. Ces impairs du président sont pointés du doigt dans un rapport de la Commission sénatoriale des Affaires étrangères et de la Défense. Écrit par des élus venant de tous bords politiques, le document met en lumière les reproches précis faits à la France. Le premier d'entre eux, une forme d'arrogance et de paternalisme qui se sont traduits par des maladresses telles que la convocation des chefs d'État sahéliens à Pau. Nous aurons l'occasion dans les prochains jours et les prochaines semaines de travailler sur le Sahel. Et puis nous avons acté une clause de rendez-vous. C'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui convoque les chefs d'État du Sahel à un sommet de Pau pour les chapitrer. Parce qu'en fait, en plus, dans la séquence, c'est « je suis pas content, vous ne faites pas les efforts que j'attends de vous ». Dans les résultats vont arriver. Mais en fait, c'est pas l'attitude qu'on peut avoir dans des relations partenariales. Parce que si on inversait la situation, nous n'accepterions pas que nos interlocuteurs nous parlent comme nous leur parlons. C'est aussi simple que ça. Maintenant, Emmanuel Macron a parlé des BRICS. Et Emmanuel Macron n'est pas vrai. Parce que quand il parle des BRICS, qui ne veut pas que le monde soit divisé et qu'il a parlé du sommet de Nairobi même, voilà. Il dit que Modi, qui est actuellement le président des BRICS, qui a pris la ressortie des BRICS, c'était la Russie qui avait ça, Modi va être avec lui à Nairobi, avec le chancelier allemand Merz. Mais l'Inde est en train d'entrer en Afrique parce que l'Inde a compris que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité et le futur du monde.
et en Afrique. Emmanuel Macron dit que la conférence sur Africa Forward, qui est basée, le titre, c'est sur l'innovation et la croissance, qui aura lieu à Nairobi du 11 au 12 mai. Il dit que non, il part avec ses autres responsables et leaders parce que le monde doit se former sur les partenariats. Donc ça veut dire que la France peut faire le partenariat avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Allemagne pour des projets spécifiques où ce qui se partagent les pourcentages et ils mettent des projets en marche en Afrique. Ils parlent beaucoup plus sur les investissements des grands projets. Ce n'est pas une mauvaise chose. Tant que les intérêts de l'Afrique sont protégés par ses dirigeants, c'est une bonne chose. Parce que William Ruto qui te reçoit même là, le taux de chômage est grave au Kenya. C'est le même William Ruto, au lieu de protéger et de résoudre les problèmes du Kenya, il est parti envoyer ses militaires à Haïti parce qu'il a reçu l'argent de Donald Trump. Voilà ce que jusqu'à maintenant en Haïti, c'est vrai qu'il y a un peu l'accalmie, mais ils n'ont pas toujours pris tout le territoire entre les mains des gangs. Barbecue contrôle toujours certaines poches à Haïti. Mais revenons sur cette conférence en question. C'est encore ça qu'on dit. Vous faites des conférences. Vous avez consulté les ambassades africaines. Parce qu'il dit même dans son analyse que les ambassadeurs français doivent faire de cela une propagande. Qu'ils doivent gagner sur le plan de la communication. Mais Macron, votre communication est bancale parce que les Africains, les individus comme nous, on a compris qui vous êtes. Vous êtes des manipulateurs. Vous êtes dans le propagandisme. Tant que vous allez venir à la porte centrale, comme on dit, entrer dans les maisons des gens, par la porte centrale, n'entrez pas par la fenêtre. Et c'est là que nous, les Africains, on va dire, on va parler du positif de la France. Donc, si vous voulez odorer l'image d'un grand responsable, il faut changer ce narratif de paternalisme, de manque du respect, de faire croire aux Africains qu'ils ne peuvent prendre les décisions eux-mêmes. Bon, vous aviez écouté vous-même Emmanuel Macron, lorsqu'il humiliait Kaboré, l'ancien président déchu par Damiba, auquel Damiba lui-même a été déchu par le capitaine Courage, Ibrahim Traoré. Regardez vous-même encore cette séquence, comment Emmanuel Macron a humilié Kaboré. Et lorsqu'on pose la question à Emmanuel Macron, il dit carrément que c'était une blague. Mais une blague de mauvaise goût. Parce que Macron sait très bien, cette arrogance, ce paternalisme est un problème central en Afrique. Le manque de respect. Comme le G5 Sahel, la conférence de Pau, où ce qu'il a réuni les pays du Sahel. Et c'est de là où que tous ces coups d'État qu'on a eu au Sahel a eu lieu. Il vient parler aux présidents africains, sahéliens, comme si ils sont ses esclaves, ils doivent faire un travail pour eux. Mais malgré que ces présidents africains sont complices, parce qu'ils se prenaient eux-mêmes comme des sous-préfets de la France, ils ne se donnaient pas de la hauteur. On ne peut pas te convoquer dans ce genre de conférence. Et puis, tu ne dis pas à celui qui te convoque que non, ça doit se passer en Afrique. Vous prenez des avions, vous partez à Pau en France, vous présentez, juste parce qu'on a mis un peu de fafio, vous devez monter aux yeux du monde, il y aura des caméras, que vous êtes des présidents de certains pays. Mais c'était l'humiliation de l'Afrique. Et il fallait que les personnes comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tchani, se lèvent pour renverser ces bandes de sous-préfets que la France avait déjà marginalisés et traités comme des vauriens pour venir faire la fanfaronnade devant les caméras. Voilà ce qu'on te reproche Emmanuel Macron. C'est ça le problème de la France. Tant que vous ne changez pas ça,
vous ne parlez pas aux Africains avec respect et dignité, vous n'aurez jamais en retour le respect des Africains. Peut-être vos restes de sous-préfets qui sont encore là, qui seront dégagés d'ici peu par cette jeunesse montante africaine, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer le moment venu. L'Afrique, pour les Africains. Et c'est l'Afrique qui doit lutter pour son propre destin. Merci de m'avoir écouté. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter, de liker, de partager, pour que nous puissions agrandir notre communauté et qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains des dénis de la classe, des impérialistes. On se parle à la prochaine. Hasta la vista.